La date exacte, nous savons qu'il y a des divergences à ce sujet, ou bien c'était dans la dernière semaine du mois de juillet, ou bien le 31 juillet. Mais est-ce que vous pouvez vous rappeler qui a participé à cette réunion-là? Monsieur le Président, sûrement, mais avant de répondre à votre question, si vous le permettez, je voudrais réitérer ma volonté de collaborer. Vous exprimez le fait que je ne peux rien vous dire d'autre que ce que je n'ai déjà dit lors de ma précédente audition qui a duré 8 heures. Et je tiens quand même à signaler que je vis de plus en plus mal les atteintes qui sont portées à mon intégrité et les menaces dont je suis l'objet. Je crois que M. Moureau ainsi que d'autres commissaires se sont plaints à juste titre de la volonté de déstabilisation dont il semble être l'objet. Eh bien, je les comprends d'autant mieux qu'en ce qui me concerne, eh bien, je vis quotidiennement cette volonté de déstabilisation. Je reçois en effet un courrier extrêmement agressif et menaçant et je souhaiterais vous remettre ce courrier. Je tiens également à signaler que fort heureusement, je reçois également des lettres d'encouragement et de soutien que j'entends également vous déposer. La Commission recevra ces pièces et nous prenons acte de ce que vous dites maintenant. La Commission peut s'imaginer, mais c'est pour tout le monde également dans la Commission, qu'il y a des gens qui voient le travail qui a été effectué de manière positive, il y en a qui le conçoivent mal et de manière négative, mais je crois que c'est un phénomène de société qu'on ne peut que déplorer peut-être. Alors, Monsieur le Président, pour revenir à votre question, la réunion s'est donc déroulée, la première réunion s'est déroulée le 26 juin 1995. Le dossier a été mis à l'instruction en début d'après-midi par Monsieur le Premier substitut Ambroise et j'ai immédiatement reçu les enquêteurs en présence de Monsieur le Premier substitut Ambroise. Les enquêteurs, il s'agissait des gendarmes qui étaient déjà en charge de l'enquête et Monsieur le Premier substitut Ambroise avait pris l'initiative avant la réunion que j'ai décidé de contacter Monsieur le Commissaire Lamocque et Monsieur le Commissaire Lamocque a bien entendu participé à cette réunion. Y avait-il un greffier? Parce que normalement, chaque fois qu'il y a une réunion chez un juge d'instruction, je peux m'imaginer qu'il y a un greffier. Il ne peut pas en être autrement dans la mesure où pourquoi le dossier a-t-il été mis à l'instruction ce jour-là? C'est parce que j'étais de garde et il est clair que j'assume toujours ma garde avec un greffier. Et c'était donc mon greffier, Monsieur Lesage, qui était présent. C'est ça, mais lorsque nous retournons à la fin du mois de juillet, votre greffier nous a communiqué qu'il n'était pas présent, vu le fait qu'il avait ses vacances et ne reprenait son service que le 1er août ou dès le 1er août. Donc, s'il y a eu une réunion au courant de la dernière semaine du mois de juillet, je peux m'imaginer qu'il n'était pas présent, puisque... Non. Qui le remplaçait à ce moment-là? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. En fait, j'avais pris l'initiative donc à la fin de mes vacances de me rendre au palais. J'avais tout d'abord prévu une réunion avec les parents que j'avais contactés par téléphone le 25 juillet. Et au préalable, j'avais prévu une réunion avec les enquêteurs. Mais c'était une initiative auquel je n'avais pas associé mon greffier parce que bon, il était légitimement en vacances et si je prenais la décision moi de reprendre plutôt mes activités, mais je ne pouvais pas imposer cela à mon greffier. Il n'était donc pas présent et il n'y avait pas d'autres greffiers présents. Le seul greffier présent était celui qui assistait le juge de service, mais qui n'avait aucune raison d'être dans mon cabinet. Alors nous avons une première série de questions sur l'organisation des travaux. On voudrait savoir ce qui a été fait exactement entre le mois de la fin juin de 1995 et le 15 novembre 1995 et par le juge d'instruction et par la gendarmerie soit nationale soit locale et la police judiciaire, soit nationale et locale, concernant la diffusion d'un
point jaune, comme on l'appelle dans le jargon, et qui était donc destiné pour Interpol. C'est ça. Donc, je ne reviens pas alors sur les signalements nationaux et le signalement Schengen qui ont été effectués donc immédiatement, c'est-à-dire le 24 juin et le 25 juin matin, le signalement Schengen était effectué. Le signalement Interpol sans coin jaune, lui, a été effectué le 6 juillet. En ce qui concerne le signalement coin jaune, je crois qu'il y a une demande je crois que c'est du SGAP à l'intention de la police judiciaire et ça doit se situer au milieu du mois de juillet. Je n'étais pas présente, mais je sais que la police judiciaire est allée trouver Madame le juge d'instruction Reinders, qui en fait assumait à ce moment-là la période qui était de garde. Madame Reinders aurait donné son accord verbal pour ce signalement coin jaune et la police judiciaire aurait alors sollicité la gendarmerie de Grasse-Sologne pour que ce soit elle qui se charge de ce signalement, assez logiquement dans la mesure où c'était la gendarmerie qui jusque-là avait fait tous les signalements et qui disposait des photos des deux petites filles. Voilà donc ce qui se passe à la mi-juillet. Il y a eu alors là un problème dont je n'ai appris l'existence que bien plus tard. En fait, donc la police judiciaire explique avoir téléphoné à la brigade de Grasse-Sologne pour répercuter la demande de Madame le juge d'instruction Reinders et les personnes de la brigade de Grasse-Sologne n'ont pas gardé en mémoire ce coup de téléphone qui leur a été donné. Je crois savoir qu'il y a cependant 2 personnes qui n'ont pas été entendues à ce sujet par Monsieur Gillot, parce que je crois que c'est lui qui a fait les recherches, et de manière fort compréhensible, puisqu'il y a une personne qui avait trouvé la mort entre-temps, et on s'est toujours posé la question de savoir si c'était cette personne qui avait reçu ou non cet appel téléphonique. Par la suite, je crois que le SGAP a réitéré sa demande et auprès de la police judiciaire et auprès, soit, ça je ne saurais pas le dire, du BCR, soit de la gendarmerie locale, donc de Grasse-Sologne. Là, aucun juge d'instruction, semble-t-il, n'a été averti. Nous sommes toujours au mois de juillet. Et ce n'est qu'au mois de novembre qu'en fait, lors d'une réunion qui se déroule à la brigade de Grasse-Sologne, c'est la réunion, je vous le rappelle, au cours de laquelle m'était expliquée l'analyse criminelle concernant la ferme du Bailly. C'est à cette réunion que j'ai rencontré des représentants de la cellule disparition qui m'ont dit que le signalement au coin jaune n'était pas encore réalisé et alors j'ai à ce moment-là bien entendu, décidé de faire le nécessaire. Il y avait vraiment une cellule de disparition ou était plutôt un pool d'enquêteurs qui travaillaient ensemble? Attendez, je parle de la cellule disparition en BCR. Ah oui. Ça. Donc c'était des représentants de la cellule disparition ex-BCR. Quand même, votre point de vue sur la cellule Julie et Mélissa, était-ce une cellule dans le sens véritable du mot, comme on le conçoit par exemple pour une cellule Coles? Mais non, ce n'était pas... C'est-à-dire que, vous savez, tout est une question de langage et de vocabulaire. Il est clair que ce n'était pas une cellule comparable à la cellule Coles dans la mesure où nous n'avions pas regroupé au sein de mêmes locaux un juge d'instruction, des membres un ou deux juges d'instruction, des membres du parquet, des représentants des forces de police, soit de police judiciaire, soit de gendarmerie ou les deux. Donc ça c'est clair. Si on entend par cellule le fait que le juge d'instruction, les membres du parquet et les membres des services de police travaillent au sein d'un même bâtiment et ne sont plus chargés que de cette enquête-là, effectivement, nous n'avions pas affaire à une cellule. Mais on peut tout aussi bien entendre le mot cellule dans le cas, me semble-t-il, de la cellule de Julie et Mélissa, c'est-à-dire nous avions un pool d'enquêteurs qui, à Grasse-Sologne, ne travaillait que sur la disparition des deux petites filles. Mais sans que moi, je ne sois déchargée de mes dossiers, sans que M. Ambroise me soit déchargé des siens. Voilà.
et avec l'éloignement géographique. Toujours dans le volet organisation, comment se fait la rédaction et la diffusion de publications sur l'affaire donc de Julie et Mélissa? Normalement, ils doivent être harmonisés en général par une intervention du juge d'instruction, du parquet et des services de police. Comment on a procédé en l'espèce? Je ne comprends pas votre question. À savoir la rédaction et la diffusion de publications, soit portrait robot, soit signalement, tous ces éléments-là, cette information-là qui part. Il y a quand même une organisation qui se fait sur le terrain entre le juge d'instruction, le parquet et les services de police. C'est ça. Comment ça s'est passé? Eh bien, écoutez, lorsque l'on devait donc, par exemple, diffuser un portrait robot, tout se faisait en concertation dans cette enquête. Donc, il y avait une concertation entre moi-même et les enquêteurs. On se mettait d'accord sur le texte qui devait accompagner le portrait robot. Et bien entendu, après avoir pris la décision qu'il y avait une diffusion opportune de ce portrait robot, et puis on contactait le service adéquat, c'est-à-dire le service général d'appui policier, qui lui faisait son travail. Le même principe était suivi lorsqu'il y avait un message à diffuser, indépendamment de portrait robot, un message à diffuser comme on l'a fait après l'enlèvement du petit Nicolas. Si ce n'est que dans cette hypothèse-là, j'ai quand même fait appel à la cellule disparition pour qu'il soit particulièrement imaginatif quant au texte qui serait diffusé, et de manière telle également que des images des deux petites filles soient diffusées en arrière-fond. Et donc, vous avez procédé de la même façon au moment où il y a une émission qui se fait à la télévision, ou est-ce que vous avez travaillé de la même façon lorsque un signalement devait être répandu sur le territoire? C'est toujours donc vous-même et vos enquêteurs. Mais qui sont vos enquêteurs, vos interlocuteurs à ce moment-là? Écoutez, je crois qu'en ce qui concerne... Je suppose que c'est M. Lamothe en tout cas, mais... C'est essentiellement M. Lamothe, oui, mais en ce qui concerne le signalement, par exemple, le portrait robot suite au témoignage du sieur L, je crois que ça a été réalisé entre moi-même, M. Lamothe et les enquêteurs de Grasse-Sologne. Alors, je peux m'imaginer que Excusez-moi, pour l'émission télévision, là, je n'ai pas répondu, mais pour la seule émission... Oui, il y en a eu une. C'est cela. Là, disons que mon interlocuteur privilégié a été M. le commissaire Lamothe, puisqu'il était le chef d'enquête, mais j'ai bien entendu tenu au courant les enquêteurs de Grasse-Sologne des initiatives que je prenais. Et c'est M. Lamothe qui m'a accompagné. Alors, je peux m'imaginer que dans une enquête que celle sur Julie, la disparition de Julie et Mélissa, il y a quand même une stratégie que vous adoptez. Donc, certainement, on a parlé de la stratégie ou de la méthodologie dont on allait se prendre du problème qui se posait. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de la manière dont vous avez développé cette stratégie? Et qu'est-ce qu'elle contenait? À nouveau, je tiens à signaler que tout se faisait en concertation, et donc je prenais l'avis des enquêteurs, plus souvent celui de M. Lamothe, puisque M. Lamothe était le chef d'enquête que je voyais plus régulièrement que les enquêteurs de Grasse-Sologne. Et donc, c'est en concertation que nous avons décidé de travailler comme nous l'avons fait, c'est-à-dire sur toutes les informations qui tombaient, bien entendu, informations du type témoignage, Julie et Mélissa ont été vues à tel endroit, mais il y a eu d'autres choses que simplement l'examen et les investigations sur les différentes renseignements qui venaient à notre connaissance. Il y avait alors les grandes lignes d'enquête, les lignes directrices comme je les ai appelées lorsque je vous ai fait mon exposé la fois passée. Je veux bien y revenir, mais je l'ai déjà expliqué assez longuement. Enquête sur les familles, enquête sur les familiers, surveillance téléphonique de lignes des parents, enquête sur les suspects mœurs, vérification des lettres anonymes,
vérification de certains renseignements donnés par des radiesthésistes, contrôle de véhicules, vérification de listes d'hôtels, analyse criminelle, surveillance du lieu situé à proximité de l'enlèvement, analyse des renseignements obtenus suite aux émissions de télévision, vérification concernant les bénévoles qui avaient participé au battu et les bénévoles de l'ASBL Marc et Corinne, appel à témoins. Donc voilà, toutes les lignes qui sont intervenues, qui étaient des lignes directrices de l'instruction, qui n'ont pas été déterminées au moment, évidemment, où les deux petites filles ont disparu et où le dossier est mis à l'instruction, parce qu'à ce moment-là, on ne peut... Vous savez, une enquête évolue au fur et à mesure, et à ce moment-là, on ne sait absolument pas le temps que va prendre cette enquête, et à ce moment-là, on ne travaille au départ essentiellement que sur les informations que nous avons, si ce n'est l'enquête de voisinage et l'enquête des familles qui sont faites en profondeur. Mais par la suite, outre l'examen de ces renseignements qui nous parviennent, eh bien, il y a toute une série de lignes qui sont envisagées et qui sont décidées lors des réunions. Donc ce n'est pas nécessairement... c'est bien entendu moi qui en prends la décision finale, mais c'est en concertation avec mes enquêteurs, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'un juge d'instruction n'est pas un policier, et qu'un juge d'instruction, eh bien, il attend de ses enquêteurs également des suggestions, des suggestions, eux qui sont les hommes de terrain et qui sont formés aux techniques policières. Un juge d'instruction est un juriste qui, par expérience, effectivement, finit par être... habitué aux techniques d'enquête et aux techniques policières. Mais ce n'est pas sa formation et ce n'est pas sa profession. Et donc, il attend de ses enquêteurs que ceux-ci lui suggèrent des recherches policières. Et donc, ça se fait en concertation, ça se fait en discussion dans le cadre d'un cabinet, d'un juge d'instruction. C'est ainsi que ça se passe dans toutes les enquêtes. On reste toujours dans le volet de l'organisation, mais maintenant, je quitte un peu votre chef d'enquête, M. Lamocque, qui était votre interlocuteur principal. Vous savez qu'il y a donc également une brigade de gendarmerie de Gras-Ologne et le BSR de Serein qui travaillent. Là également, ils doivent collaborer. Est-ce que vous avez participé à la façon dont ces deux services allaient s'organiser pour faire le travail sur le terrain? Ou est-ce que c'est une chose dans laquelle vous-même, comme juge d'instruction, n'intervenez pas et que vous laissez dès lors cela se faire par la convenance, pour ainsi dire, de ces deux services ou de leurs supérieurs? C'est-à-dire qu'au cours donc, des fameuses réunions que j'avais, l'on décidait donc de qui s'occupait de quoi, si vous voulez. Donc, autrement dit, la ferme du Bailly, eh bien, c'était la gendarmerie qui était chargée d'enquêter à cet égard. Pour ce qui était de l'aéroport de Bierzet, c'est la police judiciaire qui avait été désignée. Donc, au niveau répartition générale des tâches, effectivement, de nouveau, nous en convenions à l'occasion des réunions. Maintenant, quant à la manière dont ils communiquaient entre eux, ça, je l'ai laissé à la discrétion de mes enquêteurs. Je supposais bien, puisque je leur avais demandé de s'échanger loyalement les informations, que cela se faisait. Et donc, je savais qu'il y avait des contacts, réguliers entre monsieur le commissaire Lamocque et les enquêteurs de Serein, de Serein et de Gras-Ologne. Mais il est clair que je ne demandais pas tous les jours, avez-vous téléphoné, avez-vous des nouvelles? Il me semblait que les choses étaient bien claires et qu'elles devaient être faites par des professionnels. Vous êtes allé sur place à Gras-Ologne ou au BSR de Serein, et combien de fois? Je suis allée à Gras-Ologne à 2 reprises. À une première reprise, j'avais été voir les lieux. Donc j'avais été voir les lieux de la disparition et les alentours. Et puis je me suis rendue, j'en ai profité pour me rendre à la cellule Julie et Mélissa, parce que je voulais en fait me rendre compte de la manière dont ça se présentait, disons, sur le terrain. Et je voulais également... oui, attendez. Ça doit être le 3 août 95. Ça doit être le 3 août 1995. À cette occasion, je me suis fait remettre la carte des battus.
parce que je voulais vérifier également quel battu avait été effectué jusque-là. C'est assez tard, hein, le 3 août, ou est-ce que vous trouvez normal que... Assez tard pour aller voir les lieux ou pour me rendre à la cellule? Pour se rendre à la cellule et se rendre sur les lieux. Mais, alors qu'il y a la disparition quand même de la fin de écoutez, mois de juin. Le dossier est effectivement mis à l'instruction le 26 juin. Monsieur le juge d'instruction Kouman, qui me remplace dans les jours qui suivent, puisqu'en fait, les vacances des juges d'instruction, si je ne m'abuse, commencent le 29 juin ou le 30 juin. Monsieur Kouman va voir les lieux. Il va voir les lieux début juillet. À ce moment-là, c'est lui qui est en charge d'enquête et il va voir les lieux. Et puis moi, je vais les voir à mon retour de congé. Je vais les voir le 3 août. Et par après, il y a eu une second rendez-vous que vous avez fixé oui. à Grazologne. C'est cela, c'est-à-dire que à ce moment-là, on était donc dans le cadre de l'analyse criminelle de la ferme du Bailly et je me suis rendue une après-midi pour que l'on m'expose cette analyse criminelle et j'étais accompagnée de monsieur le premier substitut Ambroise et de monsieur Dany Lamothe. Donc, je pars maintenant de la gendarmerie. La coopération, si j'ai bien entendu, c'était un problème qui devait être résolu par la gendarmerie, puisque vous désignez les tâches, soit pour la police judiciaire, soit pour la gendarmerie. Je retourne maintenant à la police judiciaire de Liège. Là, est-ce que vous avez insisté pour que plusieurs membres de ce corps de police travaillent dans le dossier, ou est-ce que c'était quelque chose que M. Lamothe devait régler lui-même et dont vous n'intervenez pas pour savoir quelle était l'assistance qu'il recevrait auprès de son corps je la connaissais. policier. Je la connaissais, cette assistance, puisqu'en fait, une équipe crime est composée de 4 personnes, en ce compris le commissaire qui la dirige. Donc je connais les membres de l'équipe de monsieur le commissaire Lamothe, donc je savais nécessairement que ces 3 personnes l'aideraient dans ces investigations. Et il faut également savoir que lorsque, et ça c'est valable aussi bien pour la gendarmerie que pour la police judiciaire, lorsqu'ils avaient besoin de renfort, ça ne posait aucune difficulté. Donc lorsqu'ils avaient une opération spécifique où par exemple il fallait faire une perquisition, il fallait un renfort d'hommes, à ce moment-là, l'équipe de M. Lamothe sollicitait un renfort auprès de ses collègues et il l'obtenait toujours. C'est ainsi qu'on pratique dans toutes les autres enquêtes également. Et pour la gendarmerie, c'est exactement la même chose. Donc, une fois qu'on a la gendarmerie et la police judiciaire, on doit naturellement essayer de les faire travailler ensemble. Mais à ce point-là, est-ce que vous avez tenu des réunions très précises et des directives également? Vous vous êtes déjà exprimé pour dire cette tâche-là, je l'avais attribuée à la police judiciaire, cette tâche-là à la gendarmerie, mais il faut quand même que les informations qu'obtiennent les uns et les autres soient échangées et qu'il y ait un retour vers vous. Sinon, il n'y a que de travail dans un sens, c'est-à-dire qu'on reprend l'information, qu'on donne au juge d'instruction et que peut-être les autres sont en train de chercher la même chose. Donc là, une concertation est nécessaire. Est-ce qu'il y a eu des réunions à ce sujet et est-ce qu'on a dressé des rapports sur ces réunions? À ma connaissance, il n'y a pas eu de rapport dressé, mais dans le cadre des réunions qui étaient organisées à mon initiative, eh bien, il y avait très souvent remise physique des procès-verbaux d'un corps de police vers l'autre corps de police. Donc, je constatais régulièrement que les informations s'échangeaient par écrit et je savais qu'il y avait des informations verbales qui étaient également échangées régulièrement entre les 2 corps d'enquêteurs. Lorsque je recevais les 2 corps d'enquêteurs, j'entendais souvent monsieur Lesage ou monsieur Lamothe, oh, ben oui, ça tu m'as mis au courant, ben oui, ça je sais, voilà. Donc, pour moi, il n'y avait pas de doute possible, les échanges d'informations existaient. Et ce sont des professionnels, ce sont des grandes personnes. Je n'ai quand même pas, moi, mon rôle n'est quand même pas de les prendre par la main et de leur dire, écoutez, maintenant, est-ce que vous échangez bien vos informations? Je l'ai fait au départ.
j'ai constaté, il me semble-t-il, que ça se passait correctement. Écoutez, j'ai quand même affaire à des enquêteurs professionnels. Oui, vous avez normalement affaire à des enquêteurs professionnels, mais je constate que c'est vous qui êtes le juge d'instruction, le magistrat, vous êtes le juriste dans tout ce noyau. Alors nous savons qu'une instruction, ici dans notre pays, elle est secrète, mais elle est également écrite. Et l'écrit, on le demande, puisque c'est une instruction secrète, sinon il n'y aurait pas de traces. Comment ça se fait que l'on n'ait pas insisté sur le fait qu'il y avait le côté secret, mais également le côté écrit? Ça, c'est la raison pour laquelle les rapports avaient leur importance. Et vous, qui êtes le juriste, vous êtes quand même censé de connaître les principes de notre instruction. Mais, Monsieur le Président, oui, sûrement. L'instruction est écrite et je crois que vous en avez la preuve devant vous. Le nombre de PV qui ont été rédigés prouve bien qu'on a travaillé selon ce qui est prévu par le Code d'instruction criminelle. Dans la mesure où des tâches étaient distribuées entre police judiciaire et gendarmerie et que ceux-ci les exécutaient, il me prouvait qu'il les exécutait bien en rédigeant des PV que je recevais et que je lisais. Oui, mais là, j'accepte qu'il y a des procès-verbaux, il y en a pas mal dans le dossier, donc c'est chaque fois une tâche et un écrit qui suit. Mais lorsque vous vous concertez et que les tâches sont distribuées, à ce moment-là, si on avait un rapport, le rapport, c'est l'unique instrument pour pouvoir suivre l'affaire et si toutes les tâches qui ont été demandées ont effectivement été établies. Mais les apostilles en sont également l'apostille, c'est la concrétisation de la demande. À partir du moment où il y avait une apostille qui était émise et un PV qui revenait, eh bien, j'estime qu'à ce moment-là, les règles étaient remplies. Je comprends bien votre grief. En fait, vous ne comprenez pas pourquoi on ne faisait pas des rapports lors des réunions. C'est exact. C'est cela. Eh bien, écoutez, il est vrai qu'on aurait pu en faire, mais il est vrai également que ce n'est guère habituel. Et que dans toute instruction que j'ai menée, ce genre de pratique n'a jamais été suivi. Et je crois pouvoir dire que beaucoup de juges d'instruction travaillent de cette manière. Parce qu'il faut savoir qu'un juge d'instruction organise énormément de réunions. Un juge d'instruction est constamment sollicité dans son cabinet et rencontre quotidiennement des dizaines d'enquêteurs. Il faut savoir également qu'il est sollicité constamment au téléphone. Et si chaque fois qu'il y a une demande, une proposition, une discussion, une suggestion et puis une décision, ça devait être consigné dans un rapport. Écoutez, je crois qu'il faudrait multiplier alors le nombre de juges d'instruction, mais de manière absolument importante, et multiplier également le nombre de greffiers. Sommes-nous d'accord, Madame le juge d'instruction, qu'ici, il s'agissait quand même d'une affaire pas très courante, même exceptionnelle. Il y avait deux fillettes de disparues, donc je constate quand même dans la même pratique, et là, vous pouvez me rassurer le cas échéant, que dans ces affaires-là, les affaires exceptionnelles, et nous en voyons pas mal qui passent parfois en assises, il y a toujours un suivi, il y a un rapportage. Donc là, dans les affaires graves et exceptionnelles, on ne travaille pas de cette façon-là. Ah, Monsieur le Président, il y a 5 ans que je suis juge d'instruction. J'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas comment vous l'apprécierez, d'avoir énormément d'affaires criminelles. Je suis très souvent passée aux assises et j'ai déposé très souvent devant la cour d'assises dans de très gros dossiers. Et je n'ai jamais, jusqu'à présent, et je crois à la satisfaction, je ne dis pas ça pour me mettre en amont, mais je crois que les dossiers ont été jugés et ont abouti. Eh bien, je n'ai jamais fait des rapports sur les réunions que j'avais avec mes enquêteurs. Jamais. Jamais.
Je dois vous dire que je suis 22 ans avocat qui est dans plusieurs affaires. Je ne dis pas que c'est du courant, mais dans des affaires graves, moi j'ai déjà bien vu des rapports qui avaient été dressés par le juge d'instruction avec tous ces éléments. Donc, je crois que j'estimais que les c'était PV étaient plutôt largement courant. suffisants. Je reviens maintenant aux magistrats nationaux. Vous les connaissez. Est-ce que dans ce dossier-ci, ils ont vraiment joué un rôle dans l'enquête? Est-ce qu'on a utilisé le moyen qui pouvait apporter dans une affaire qui, forcément, pouvait aller même au-delà de nos frontières, en tout cas sur tout le territoire de la Belgique? En ce qui me concerne, je n'ai pas sollicité le magistrat national. D'ailleurs, je ne peux le solliciter si je relis bien si je repense bien au texte légal. Je crois que je ne peux le solliciter que par l'intermédiaire du parquet. Je n'ai pas pris cette initiative parce qu'en fait, j'estimais que ça n'apporterait pas quelque chose d'essentiel. Je ne pouvais pas deviner. En fait, le magistrat... Sur les suspects potentiels, sur les enlèvements, est-ce que vous croyez que le magistrat national ne pouvait pas apporter un appui assez particulier, bien ciblé? Mais mes enquêteurs pouvaient m'apporter les renseignements sur ces suspects mœurs. Et à cet égard, au niveau de la gendarmerie, la cellule disparition pouvait également m'aider, ou en tous les cas aider mes enquêteurs, puisque la cellule estime qu'elle ne doit pas avoir de contact avec le magistrat et que c'est simplement un appui aux enquêteurs. Donc j'estimais qu'il y avait une cellule nationale. Je ne pouvais pas imaginer qu'en fait on me cachait que dans un autre arrondissement on travaillait dans mon dossier. Le magistrat national, il sert justement à faciliter les enquêtes lorsqu'il y a plusieurs arrondissements qui sont en cause. Mais ici, moi, je ne pouvais pas deviner qu'à Charleroi, tout le monde maintenant reconnaît que l'on travaillait dans le dossier Julie et Mélissa, sans que je ne sois avertie de cela. Si vous aurez eu cette connaissance-là, vous aurez demandé au magistrat national d'intervenir? Mais, Monsieur le Président, si j'avais eu cette information-là, j'aurais repris tout dans le cadre de mon dossier. Donc, à ce moment-là, j'aurais géré moi-même. C'est moi qui aurais pris les initiatives de perquisitionner. C'est moi qui aurais pris l'initiative, qui n'a jamais été prise, d'entendre Dutroux sur l'enlèvement de Julie et Mélissa. Et alors, il n'est pas impossible que j'aurais éventuellement sollicité le magistrat national, puisqu'il y avait, à cet égard, un déplacement de l'enquête vers un autre arrondissement. Nous restons toujours dans le volet organisation, le BCR. Je suppose que par après, ça c'est par après, je peux me l'imaginer, vous avez pu constater le rôle qui a été joué par le BCR dans cette enquête. Là, je voudrais connaître votre appréciation par les éléments qui ont été apportés par après, si vous les aurez obtenus en temps utile. Est-ce que c'était une information primordiale pour vous ou pas? L'information sur Dutroux? Du BCR, oui, sur la disparition d'enfants et donc également la piste Dutroux. Ah ben, il est clair que le BCR n'était pas sans ignorer la piste Dutroux, puisque, si j'ai bonne mémoire, le 8 août, Monsieur Lesage demande au BCR que l'on monte un dossier et le BCR prend l'initiative de convoquer une réunion le 9 août. Réunion au cours de laquelle un membre du BCR assiste et il va donc être au courant de toutes les informations qui existent sur Dutroux. Par la suite, je peux imaginer que le BCR a également été tenu au courant de tous les éléments et de tous les indices qui existaient et qui faisaient de Dutroux un suspect privilégié dans l'enlèvement de Julie et Mélissa. Il est clair que je ne comprends pas, alors que j'ai sollicité le BCR, donc je ne me suis pas contentée d'attendre qu'il m'apporte quelque chose, mais je l'ai sollicité, c'est la fameuse lettre que j'ai écrite à la cellule, enfin au BCR,
je parle du BCR, mais c'est la cellule disparition. Mais enfin, écoutez, pour moi, ça ne change pas grand-chose à la mesure où ce sont des membres du BCR qui sont passés du BCR à la cellule disparition. Mais c'est pour cela que je ne comprends pas, lorsque je sollicite cette cellule disparition, que les informations n'arrivent pas. Et qu'elles n'arrivent pas à moi si effectivement ils ne veulent absolument pas de contact avec le juge d'instruction. Ça me paraît énorme, enfin, si c'est dans la loi organique, ma foi, mais qu'ils préviennent alors le chef d'enquête qui est M. Lamoque. Donc, alors, oui. je ne comprends pas comment il se fait que je n'ai pas été informé. Mais il n'y a pas que ça que je ne comprends pas, Monsieur le Président. Pendant que nous y sommes, je veux quand même vous poser une question, toujours sur le BCR. Et votre déclaration lors de la confrontation avec M. De Craan. À un certain moment, vous avez adressé une lettre au major De Craan le 19 août 1996. Là, vous vous rappelez sans aucun doute, nous sommes en 96, le 19 août, donc après les faits tragiques. Je vous avais demandé quelle était donc la suite qui avait été donnée à la lettre du 19 août 96. Vous m'avez répondu. Je lui demandais des explications quant à cet ordre qui avait été formulé. J'attendais donc une réponse de sa part. Je vous ai demandé s'il y avait eu une réponse. Vous avez dit « je n'ai jamais reçu de réponse ». Alors je vous ai dit qu'il y avait une lettre qui existait du 6 septembre 96. Je vous l'ai fait lire, je l'ai remise. Vous avez dit « c'est la première fois que j'entends parler de cette lettre ». Donc c'était une lettre que vous ne connaissiez pas. Non, Monsieur le Président. Alors, il se fait que lors de la remise de votre dossier, j'ai fait analyser ce dossier et je retrouve cette lettre du 6 septembre 96 dans votre dossier. Comment pouvez-vous l'expliquer? J'en suis extrêmement étonnée parce que, à mon retour de la commission, j'ai posé la question à mon greffier et je lui ai demandé avez-vous vu cette lettre du 6 septembre? Et il m'a dit non. Alors, elle était dans quelle farde? Dans votre farde, donc la farde, vous vous rappelez que je vous ai demandé... Ma farde, mais c'est la lettre que vous m'avez remise à la commission, Monsieur le Président. Non, non, je l'ai reprise. Non, non, vous me l'avez remise. Non, 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 je l'ai reprise. Non, non, vous me l'avez remise. Il se fait qu'elle se trouvait... Vous me l'avez remise et vous me l'avez laissée, et elle se trouvait effectivement dans mon dossier, mais par votre intervention. Non, je m'excuse, Madame Doutrève, de devoir vous dire que je l'ai retrouvée dans votre dossier. Parce que vous me l'aviez remise, Monsieur le Président? Non, non, dans l'état où elle... Là, à la place où elle devait se trouver. Non, Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président, ça, écoutez, je suis absolument formelle. Je suis prête à regarder avec vous les images de la télévision où j'ai été enregistrée. Vous m'avez remis cette lettre et je l'ai conservée dans mon dossier. Et quand je vous ai donné mon dossier, cette lettre figurait dans le dossier. Je suis catégorique. Je vous signale qu'elle se trouve tout à fait à la place où elle devait se trouver. Donc, donc dans le dossier que je vous ai remis, hein? Oui. Oui, non, écoutez, ça, je suis formelle. Catégorique. Vous m'avez remis cette lettre et... Je ne porte pas de jugement sur ce point, hein, Madame Doutrève. Je vous signale ce que j'ai constaté à la lecture du dossier. Je prends maintenant note de votre réponse. Je tiens à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à cet égard, parce qu'écoutez... La commission regardera ce document. Ne vous en faites pas. Alors, je reviens quand même... je vous ai parlé des apports-aides. De handtekening van meneer De Craan. La signature de Monsieur De Craan. Ja. Het gaat over het is een fotocopie waarover het gaat, getekend door meneer De Craan. Il s'agit d'une photocopie d'un document signé par Monsieur De Craan. C'est l'original. C'est l'original dont vous disposez dans votre documentation, Monsieur le Président. Je suis désolée, mais l'orateur qui intervient pour l'instant n'a pas de micro. Le document en question porte la signature du major De Craan. C'est la copie d'un document qui a été transmis à Liège. Si vous l'avez retrouvée à l'endroit où elle devait se trouver, c'est parce que j'étais en train de répondre à votre question et que
et que, laissez-moi terminer, et que j'étais en train de répondre à votre question, et donc que dans mon exposé, j'étais effectivement à la page qui concernait cette lettre, et quand vous me l'avez soumise, je l'ai prise et je l'ai laissée à cette page. Et puis on est passé à une question suivante. J'ai été dans d'autres et j'ai oublié la présence de cette lettre, mais je suis catégorique, Monsieur le Président. Madame Doutré, je peux accepter que vous êtes catégorique, mais je veux quand même vous dire que la lettre que moi j'ai reçue de la part du major de Crâne, lors de cette confrontation, était la copie de la lettre qu'il vous a envoyée. Il va de soi que des copies de lettres ne sont pas signées, alors que la lettre dont il s'agit ici est la lettre bien signée de la part du major de Crâne. C'est vous qui m'avez remis cette lettre, hein, Monsieur le Président? Je vous ai remis une copie de la lettre. Et c'était la copie qui provenait du dossier du major de Crâne. Mais comme c'était une copie, elle n'était pas signée. Alors que la lettre que je retrouve dans le dossier est une lettre qui est bien signée par le major Daniel de Crâne. Je ne peux que constater cela. Écoutez, Monsieur le Président, moi je maintiens totalement ce que je viens de dire. Je n'avais jamais eu connaissance de cette lettre. Vous pouvez interpeller mon greffier n'a jamais eu connaissance de cette lettre. Elle ne figure pas dans le dossier, dans le dossier d'instruction. Et la première fois que j'ai vu cette lettre, c'est lorsque vous me l'avez remise. Et si elle figurait dans mon dossier ici, c'est parce que vous me l'avez remise et que je ne vous l'ai pas rendue. Je maintiens ma déposition. Je prends acte de votre déclaration et la commission fera l'enquête nécessaire sur ce point, les vérifications nécessaires. On était... Oui. Voilà, ça c'est la deuxième question. Normalement, si je comprends bien, si vous avez remis une copie non signée à Madame Doutrève, vous devez retrouver dans nos dossiers à la fois la copie signée C'est la vérification. et la copie non signée. C'est la vérification dont j'ai parlé. Donc je crois que ça, il faut vérifier parce que mais on le vérifie. sinon, il y a... Mais si je comprends bien, Monsieur le Président, Oui. c'est pas très clair. Donc, nous avions la copie de la lettre de Monsieur de Crâne, c'est bien cela? Il y a une lettre que M. de Crâne a remise à la commission. Qui est non en signée. disant que c'était la réponse, copie de la réponse qu'il avait envoyée à Madame le juge d'instruction. Madame le juge d'instruction nous a dit qu'elle n'avait jamais reçu cette lettre, qu'elle ne la connaissait pas. Et vous avez trouvé Alors que dans le dossier Oui. que nous avons reçu de la part de Madame le juge d'instruction d'Outrève, on trouve l'original. on trouve une lettre qui a été signée par M. de Crâne. Donc, Alors, l'original alors? Ou un non, original? Monsieur Erdeken, ce n'est pas dans le dossier Julie et Mélissa, hein. C'est dans le dossier Oui. Votre dossier. que l'on m'a saisi, oui. C'est ça. Je n'ai pas saisi C'est un ça. dossier, Madame, je vous ai Enfin, demandé que vous avez de me remis. remettre Que j'ai un remis, dossier. oui. Merci. Peut-être une question. Et là se trouve dans le dossier remis par Madame Doutrève le document signé. C'est ça. On fera les vérifications nécessaires. Monsieur Van Parijs. Voorzitter, misschien is het nodig van Monsieur le Président, il eventjes est te peut-être schorsen om te verifiëren. Ik laat dat aan uw opportun wijsheid over. de maar prévoir une suspension de séance pour voir un petit peu ce qu'il est réellement bezorgd advenu. is, Le het document que dat vous ons nous avez ligt, procuré est un maar- document signé par le major de Crâne. Du moins, c'est la lettre dont je dispose ici dans mes documents. Je crois que nous devons vérifier, et c'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que nous procéderions à ces vérifications. Je constate que Madame Doutré reste sur sa position. Nous procéderons à la vérification. Bon, je ne pense pas qu'il faille suspendre les travaux à cet effet. Nous avons pris acte de la position adoptée par Madame Doutré qui indique que le document en question serait un document qui lui aurait été transmis à l'occasion de la confrontation. Nous procédons immédiatement Madame aux Doutrève, vérifications on a nécessaires. parlé du magistrat national, on a parlé du BCR. Maintenant, je voudrais parler du commissariat général de la police judiciaire. Est-ce qu'elle a été associée à cette enquête et par quel intermédiaire? Et est-ce qu'elle a aidé à trouver l'identification de suspects potentiels dans l'affaire de Julie et Mélissa? Mais, Monsieur le Président, je crois que le commissariat général de la police judiciaire n'existe plus. C'est le SGAP, le service général d'appui policier. Lorsque les enquêteurs de la police judiciaire avaient besoin d'un
d'un renseignement ou d'un soutien, il faisait appel au SGAP. À nouveau, ça fonctionne un peu comme le BCR, c'est-à-dire que c'est essentiellement les enquêteurs qui ont des contacts avec cet organe lorsqu'ils en ont besoin. En ce qui me concerne, j'ai eu des contacts avec le SGAP, notamment lorsque j'ai fait une réunion au niveau de tous les signalements. Et dans mon bureau, j'ai eu un représentant du SGAP. D'autre part, j'ai eu également des contacts avec le SGAP lorsque je me suis rendue à Paris pour l'émission TF1, où là, dans la mesure où il y avait un projet au niveau du SGAP pour élaborer une émission au niveau belge qui serait l'équivalent de témoin numéro 1, j'ai eu également des contacts avec le SGAP. Donc j'ai eu des contacts avec le SGAP, oui. Alors, je peux m'imaginer qu'à un certain moment, et plus particulièrement à la fin de 1995, on voit que l'instruction reste infructueuse. À ce moment-là, est-ce que vous avez pris une décision pour relancer l'enquête, en ce sens que vous avez peut-être demandé à des enquêteurs expérimentés, mais extérieurs, de revoir le dossier, d'avoir une nouvelle vision ou peut-être une nouvelle conception ou des nouvelles questions ou nouveaux devoirs qui pouvaient partir à ce moment-là? Parce que la Commission constate qu'on a travaillé dans ce dossier de façon assez visible jusqu'à la fin de 95, mais puis ça nous donne l'impression de s'endormir. Alors que normalement, à ce moment-là, il faudrait quand même essayer de donner une injection à l'enquête. Qu'est-ce que vous avez fait à ce point pour réactiver, je n'ai pas le même sentiment que vous, dans la mesure où on a évidemment continué à travailler sur toutes les informations qui étaient portées à notre connaissance, mais on a continué à travailler sur les suspects mœurs, notamment les suspects mœurs qui étaient éventuellement qui faisait éventuellement l'objet d'une arrestation dans un cabinet d'instruction. Je tiens également à dire que si j'ai participé à cette émission témoin numéro 1, c'est justement dans l'optique d'avoir un appel à témoins élargi et donc d'avoir de nouveaux éléments pour pouvoir retravailler, enfin travailler. Si on a fait l'appel à témoins après la disparition et le redénouement de l'affaire du petit Nicolas, c'est également dans l'objectif de solliciter de nouveaux témoignages. Et chaque fois, on a eu des nouveaux témoignages. Et ça nous a permis de relancer l'enquête, mais qui n'était évidemment plus aussi dense que tout au début, mais qui restait quand même importante, parce que toutes les pistes n'étaient pas terminées. On ne s'est pas dit à un moment donné, que fait-on, il n'y a plus rien à faire. On va maintenant parler du volet d'organisation. Nous rentrons dans un volet de quelques questions plus ponctuelles. Le 26 janvier 1996, et on est dans la foulée de ce que vous venez d'expliquer. Donc, le 26 janvier 1996, lors d'une réunion d'évaluation avec Monsieur le colonel Chantry, vous estimez qu'une cellule d'enquête, mais comme on doit le comprendre et comme vous l'avez décrit il y a quelques moments, ne se justifie plus. Et que le commandant le sache, quitte à ce moment-là l'enquête. Pourquoi? Alors qu'il avait mené pas mal de travaux. Écoutez, à cet égard-là, je n'ai pas gardé je n'ai pas gardé bon souvenir de cette réunion que j'aurais eue avec le colonel Chantry. Je sais que j'ai eu l'occasion de discuter de la réduction de la cellule Julie et Mélissa, notamment par le départ de Monsieur Lesage et de Monsieur Martin. Mais c'est plus une initiative de la gendarmerie que j'ai cautionnée qu'une décision qui a été prise dans mon chef. Que j'ai cautionné, pourquoi? Parce qu'effectivement, à ce moment,
il y avait moins d'informations à étudier, sur lesquelles il fallait faire des investigations. Et il restait quand même un pool d'enquêteurs conséquent au niveau de Grasse-Sologne comme au niveau de la police judiciaire de Liège. Bien. Monsieur Lamothe était à peu près, excusez-moi, dans la même situation, dans la mesure où il continuait, enfin il a à un moment donné repris, si mes souvenirs sont bons, hein, il a à un moment donné repris des services de garde dont je me demande s'il n'avait pas été dispensé à un moment donné. Comme équipe crime, mais je ne peux pas l'affirmer. La dernière partie de ma question était de savoir pourquoi M. Lesage, qui avait fait un travail considérable dans cette affaire et qui coordonnait sur le niveau gendarmerie l'affaire, BSR plutôt, lui, il quitte cette affaire. Il y a encore justement une piste hollandaise qu'il poursuit, mais du reste, il part. C'est qui a pris cette décision Ce n'est pas moi qui ai pris la décision des personnalités qui quittaient l'enquête. Ça, c'est l'initiative gendarmerie. Et c'est quand même vous qui menez l'instruction, comme juge d'instruction. Vous n'avez pas réagi pour dire attention, cet homme, vous devez me le laisser parce qu'il a travaillé pas mal dans ce dossier. C'est-à-dire que Monsieur Lesage... Un bon souvenir, donc. Ah non, quand je dis un bon souvenir, un souvenir clair, je veux dire. Clair, ça ne veut pas dire que les choses se sont mal passées entre l'état-major de la gendarmerie et moi-même, pas du tout. Mais un souvenir clair. C'est une réunion dont je ne garde. Mais vous n'avez pas réagi alors auprès de M. Chantry, le commandant Chantry, pour lui demander non, mais il me faut. Vous savez, je ne me souviens même pas que mon interlocuteur était M. Chantry. Je suppose que ça devait être M. Chantry, mais je n'en ai pas un souvenir précis. Alors, c'est-à-dire que l'explication était que M. Lesage avait été détaché. Si vous voulez, c'était la cellule de Grasse-Sologne qui s'occupait de cette enquête. M. Lesage et M. Martin avaient été détachés de la BSR. Et donc, je suppose que le raisonnement qui était tenu par la gendarmerie, c'est qu'ils devaient rejoindre leur corps naturel, qui était la BSR. Il faut savoir que c'était M. Gillot qui était le coordinateur, le chef d'enquête gendarmerie, si je puis dire. Et donc, lui restait bien entendu dans l'enquête. Et il faut savoir également que M. Lesage restait à ma totale disponibilité. C'est-à-dire que si j'avais eu besoin de lui, d'un éclairage particulier, de renseignements, je crois qu'il n'y avait aucun problème à cet égard. Et on pouvait lui donner des nouvelles missions, le cas échéant. Oh, écoutez, oui, bien, je crois qu'il n'y aurait eu aucune difficulté à ce que je puisse lui donner de nouvelles missions. Alors, deuxième question ponctuelle. Dans ce dossier, vous avez eu des contacts avec le procureur général Gillet. Quand et à quel sujet? Écoutez, des contacts avec Monsieur le procureur général, je n'en ai eu que par écrit. Je n'ai jamais rencontré Monsieur le procureur général dans le cadre de cette affaire. Donc, nous n'avons jamais eu un entretien en tête-à-tête. La seule chose que j'ai eue, et encore c'était via le parquet, puisqu'en fait notre système hiérarchique veut que Monsieur le procureur général ne communique pas directement avec moi, mais passe par l'office de Madame le procureur du roi. Donc lorsque Monsieur J avait quelque chose à me demander, eh bien il écrivait à Monsieur le premier substitut Lamothe, qui lui-même me répercutait cette demande. Alors quel type de demande est-ce qui a été formulé? Oui. Oui, excusez-moi. Monsieur le substitut Ambroise, bien entendu. Alors, à quel type de demande ai-je dû répondre? Eh bien, notamment au problème de la possibilité pour les parents de consulter le dossier. Ça, c'est... Là, vous avez reçu une lettre, mais vous avez également eu un contact avec M. Lamothe, alors que M. Lamothe avait été contacté par le procureur général. Tout à fait exact, oui. On voudrait bien savoir à quelle période et quelle a été votre réaction. Eh bien, écoutez, ma réaction était une réaction de grand étonnement, dans la mesure où M. Lamothe travaillait sur délégation d'un juge d'instruction, donc de moi-même,
Et je ne comprenais pas pourquoi Monsieur le procureur général convoquait l'enquêteur qui travaillait sur délégation et ne me convoquait pas moi. J'étais son interlocuteur naturel. C'était à moi qu'il devait poser les questions, si questions il y avait. Et donc, cela m'a surpris. Raison pour laquelle, dans la mesure où c'est arrivé à plusieurs reprises, et quand vous me demandez à quelle époque, vous savez, c'est très très difficile. Je crois que ça doit être à partir du moment où les parents ont souhaité avoir accès au dossier. Je situe ça aux environs de septembre, octobre, me semble-t-il. À plusieurs reprises, M. Lamothe a été convoqué par M. le procureur général. Je m'en suis étonnée et je m'en suis même étonnée par courrier. Je lui ai adressé une lettre à M. le procureur général au terme de laquelle je lui demandais la raison pour laquelle il convoquait l'enquêteur qui travaillait sur délégation de ma part et je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer que lorsqu'il y a les réunions, on ne fait pas de rapport là? Vous l'avez vous-même mentionné pour quelle raison? Vous avez dit que ce n'est pas de coutume, on ne le fait normalement pas. Dans les 5 ans que je suis dans ma fonction de magistrat, je ne l'ai jamais fait ou presque jamais fait. Alors qu'un incident comme celui-ci, qui est plutôt un incident en marge, je ne dis pas que c'est un incident pas grave, mais un incident en marge, là vous écrivez immédiatement une lettre. Pourquoi ces différences Parce que dans le cadre donc des concertations que j'avais avec mes enquêteurs, il y avait une trace écrite qui consistait dans les apostilles et dans les procès-verbaux. Donc là, j'estime que les conditions du Code d'instruction criminelle étaient remplies. En revanche, par rapport à l'incident que M. Lamothe avait connu et que j'avais connu par conséquent. Enfin, c'est pas M. Lamothe qui avait connu un incident. C'est-à-dire que la convocation étonnante que M. le procureur général avait faite à l'égard de M. Lamothe, eh bien, j'estimais que qu'il était de mon devoir de réagir par écrit, de lui faire savoir que je m'étonnais de cela. Vous avez une idée pourquoi M. Gillet aurait fait ça? Pourquoi M. Gillet voulait contacter M. Lamothe directement? Chez M. Lamothe. Et pourquoi pas vous? Alors que vous êtes son interlocuteur naturel, comme vous le dites. Avez-vous une idée là-dessus? Titre juste. Oui, j'ai une idée. Vous pouvez exprimer cette idée. C'est assez délicat. Oui, mais on a l'habitude d'entendre des choses délicates. Oui, je n'en doute pas. Si ce n'est que les autres personnes qui veulent dire des choses délicates sollicitent constamment le huis clos, ce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, Monsieur le Président. Si vous le désirez, ce n'est pas parce que je ne veux pas donner le huis clos, que la Commission ne veut pas donner le huis clos. Je crois même moi que uniquement, mais il faut quand même avoir une raison uniquement délicate. Je crois que cette idée a déjà débattu dans la presse, même. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas le dire? Écoutez, moi, je n'ai rien à cacher. En fait, je crois que Monsieur le procureur général aurait voulu que quelqu'un d'autre prenne la décision à sa place de communiquer le dossier aux parents. Et il ne trouvait ni en l'office de Madame le procureur du roi, c'est-à-dire ni en Madame le procureur Bourguignon, ni en Monsieur le premier substitut Ambroise, un avis qui allait dans ce sens-là, ni dans mon chef. Il vous a demandé? Il m'a demandé, oui, par écrit. Et pourquoi vous avez dit à ce moment-là, je m'oppose? Monsieur le Président, je n'étais pas d'avis, effectivement, de donner accès au dossier aux parents, parce que, pour 3 raisons. Parce que d'une part, et je m'en suis déjà expliqué, c'est exact, oui, parce que d'une part, ils enquêtaient, et de leur côté, et je craignais des réactions intempestives de leur part qui auraient pu être tout à fait humaines et compréhensibles, mais qui auraient éventuellement mis en danger des personnes ou qui auraient éventuellement court-circuité des éléments de l'enquête, parce que l'affaire était hyper médiatisée et je craignais que, dans la mesure où les parents avaient énormément de contacts avec la presse, eh bien, une partie de mon dossier ne se retrouve dans la presse.
Et enfin, parce qu'il y avait des vies privées à préserver. On avait été faire des investigations chez de nombreuses personnes et j'estimais que ces personnes avaient le droit au respect de leur vie privée. Voilà les 3 raisons qui ont fait que, et j'en ai écrit à Monsieur le procureur général, et c'est dans le dossier, je ne m'en suis jamais cachée. Voilà les 3 raisons, et je l'ai expliqué d'ailleurs au conseil des parents, les 3 raisons pour lesquelles je... Mais écoutez, c'était un avis que Monsieur le procureur général n'avait même pas besoin de me demander. C'était lui seul qui devait prendre cette décision et la responsabilité, et moi je n'avais rien à dire. Donc il prenait mon éclairage, mais je n'avais rien à dire. Autrement dit, il était libre de toute décision, mais je crois qu'il avait envie d'être cautionné par quelqu'un. Et il n'était pas par le parquet, il ne l'était pas par moi, je crois qu'il a essayé par le biais de l'enquêteur. Et pourquoi alors l'enquêteur? Parce qu'il s'est dit qu'un enquêteur par rapport à un procureur général serait peut-être dans une situation délicate et que voyant que le procureur général assistait lourdement, eh bien l'enquêteur céderait à cette pression. Madame le juge d'instruction, oui. Et les 3 fois qu'il a contacté M. Lamoque, c'était 3 fois à l'occasion de la copie du dossier? Je ne sais pas si ça a été 3 fois, ça je ne m'en souviens pas, mais je crois qu'effectivement les trois fois c'était... je peux également dire, Monsieur le Président, que vous savez, cette affaire était à ce point médiatisée que Monsieur le procureur général, je crois, était soumis également à une certaine pression. Et je dirais même une pression qui venait du ministre, qui lui souhaitait qu'on donne accès au dossier aux parents. Et Monsieur le ministre, je crois, sollicitait Monsieur le procureur général dans ce sens, qui lui avait envie d'être cautionné par quelqu'un pour ne pas prendre cette décision tout seul. Est-ce que vous vous rappelez que vous avez eu une communication téléphonique au mois de septembre, plus particulièrement le 25 septembre, avec le commandant Dasnois? À quel propos, Monsieur le Président? Je vais peut-être lire ce qui est inscrit ici. Suite à une communication téléphonique de Madame le juge d'instruction d'Outrève au commandant Dasnois du 25 septembre 1995, on dit même à quelle heure, 14h30, ce magistrat insiste sur les points suivants. 1. Notre rapport est beaucoup trop précis et doit n'être utilisé qu'à de seules fins internes gendarmerie. Il est exclu que les parents puissent, sous une forme ou sous une autre, prendre connaissance des données de ce rapport. 2. La présence des enquêteurs à la réunion du 27 septembre 1995, et ça c'est à 9h30, au siège du district serein, n'est pas formellement interdite. Il reste toutefois entendu que si le débat dérape sur l'enquête en cours proprement dite, le major de Crâne répondra dans le sens lui fixé par téléphone ce jour par Madame le juge d'instruction d'Outrève. Oui. Maintenant, je vois évidemment à quoi vous faites allusion. En fait, j'ai appris, et j'en étais extrêmement étonnée à nouveau, et je crois que tout cela provenait de l'hypermédiatisation de l'affaire, et de la difficulté que nous avions, d'une part, à respecter le code d'instruction criminelle et ce secret de l'instruction, et d'autre part, la volonté des parents de prendre connaissance des éléments de l'enquête. En fait, j'ai appris donc avec grand étonnement que l'état-major de la gendarmerie avait organisé une réunion avec les parents. Et qu'au cours de cette réunion, eh bien, on informerait les parents de la situation de l'enquête. J'étais extrêmement étonnée de cette initiative, puisque c'était une enquête judiciaire, que la gendarmerie faisait partie de cette enquête. Je craignais qu'au cours de cette réunion, on ne dévoile des éléments de mon enquête. Raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de contacter
sans doute le commandant d'Asnois, qui en fait est l'officier... Ou même le major de Crâne. Parce que et le major de Crâne, oui, sûrement. Je ne saurais plus vous dire qui ont été mes interlocuteurs. Et que je leur ai bien rappelé qu'il n'était pas question qu'on révèle les éléments de l'enquête. Il y a un secret de l'instruction. Écoutez, moi, ce secret de l'instruction, c'est pas moi qui l'ai instauré. C'est également écrit. Hein, Comment? L'instruction est également écrite. Oui, mais... C'est ça. Je rappelle. Oui. Écoutez, dans un cabinet de juge d'instruction, effectivement, la majeure partie des choses se font par écrit, mais également, elles se font par des coups de téléphone. On vit quand même à une époque moderne et le fait que je contacte le commandant d'Asnois ou que le major de Crâne simplement pour leur rappeler le principe du secret de l'instruction, je ne vois pas l'utilité de le confirmer par écrit. Notre rapport est beaucoup trop précis et doit n'être utilisé qu'à de seules fins internes gendarmerie. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par cela? Cela veut dire que vous avez quand même reçu un rapport dans lequel il y avait pas mal d'éléments qui, à votre sujet, étaient couverts par le secret de l'instruction. C'est ça, c'est-à-dire que dans ce rapport, mais je ne saurais plus dire ce qu'il y avait dans ce rapport, mais il y avait sans doute des éléments suffisamment précis pour que je craigne qu'ils soient communiqués en tant que tels. Donc moi, je n'étais pas opposée à ce qu'il y ait une entrevue entre la gendarmerie et les parents, si ce n'est que à condition qu'on ne dévoile pas les éléments de l'enquête, que l'on donne des grandes lignes, que l'on rassure les parents, ça me paraissait naturel, mais pas en arriver à donner des éléments de l'enquête. Voilà la mise au point que j'ai faite avec M. de Crâne et M. d'Asnois. C'était simplement leur rappeler ce principe, et c'est la raison pour laquelle dans l'écrit, on signale que la présence des enquêteurs, je n'y étais pas totalement opposée, parce que c'est très difficile pour un enquêteur, lorsque vous êtes interpellé sur un sujet que vous connaissez, de ne rien dire. Et donc, ils risquaient d'être dans une position délicate. C'est donc la raison pour laquelle, qu'ils soient présents, d'accord, mais j'avais quand même des craintes qu'ils ne fassent des révélations qui auraient pu être préjudiciables et qui auraient pu être contraires au principe du secret de l'instruction. Avez-vous jamais entendu, dans une de vos instructions, et plus particulièrement dans l'affaire de Julie et Mélissa, ou dans un dossier d'un collègue juge d'instruction, parler de quelqu'un qui aménage des caches pour y abriter des enfants? Est-ce qu'on vous a signalé ceci d'un moyen ou d'un autre? Si dans une autre enquête, j'ai entendu parler de ça? Non, soit dans votre enquête, dans mon enquête. Soit dans l'enquête d'un collègue, un juge d'instruction, et on parlait de quelqu'un qui aménage des caches pour y abriter les enfants. Écoutez, ni dans mon enquête, ni dans une autre enquête. Ce ne sont pas les termes qui ont été utilisés concernant les informations qui m'ont été données sur Dutroux. On ne parlait pas d'enfants, mais on parlait de jeunes filles. Et on ne parlait pas de caches, on parlait de travaux dans des caves. Vous savez également qu'il y avait eu une opération POSA à Charleroi. Vous l'avez appris à un certain moment. Vous savez que, comme c'est une technique particulière, l'observation, la circulaire ministérielle prévoit que nécessairement un juge d'instruction doit intervenir. N'avez-vous pas interrogé à ce moment, soit M. Lesage, soit peut-être le juge d'instruction à Charleroi, pour connaître plus amplement de ce dossier qui était traité à Charleroi? Écoutez, j'ignorais que ce dossier, j'ignorais qu'il y avait un juge d'instruction, parce qu'il faut savoir qu'une opération POSA peut tout aussi bien être diligentée par un substitut du procureur du roi. Et à ce moment-là, c'est le substitut qui reçoit le rapport confidentiel. Donc à partir du moment, les enquêteurs me signalent, Monsieur Lesage me signale qu'il y a un suspect du nom de Dutroux qui fait des travaux dans ces caves pour abriter des jeunes filles, et qu'il y a une enquête à Charleroi. Et c'est par la suite qu'il va m'informer du fait que l'enquête est négative et qu'il y a eu notamment des surveillances POSA. Ces surveillances pouvaient très bien avoir été effectuées au stade de l'information et pas au stade de l'instruction.
Dans la mesure où il n'attirait pas du tout mon attention et qu'il n'y avait pas d'éléments il n'établissait aucun lien avec Julie et Mélissa. Je n'ai pas du tout vu la nécessité, moi, de prendre l'initiative de contacter qui à Charleroi pour savoir ce qu'était cette surveillance POSA. Dans la mesure où on m'avait donné ces informations de manière banale et sans établir de lien avec Julie et Mélissa. Est-ce que vous pouvez nous fournir des explications sur combien de perquisitions ont-elles été organisées dans votre dossier? Écoutez, je crois que je l'ai cité lorsque j'ai fait mon rapport préliminaire. Il y a eu... Vous nous avez donné des chiffres, mais Oui. ici nous parlons d'actes d'instruction très précises. Ah, C'est si à je suis savoir allée en Les perquisition. perquisitions, mandat d'arrêt, mandat d'amener, expertise scientifique. Il y a eu des mandats de perquisition. Je vais retrouver le nombre de mandats de perquisition. Voilà, il y a eu... en fait, il y a eu 25 visites domiciliaires. Enfin, je ne pourrais pas, à une près, je ne peux pas vous dire que le terme est... Il y a eu 25 visites domiciliaires et 11 mandats de perquisition. Donc ça fait 36 visites domiciliaires. Mais à un chiffre près, oui. Mandat pour... mandat d'arrêt? Il n'y a eu aucun mandat Aucun. d'arrêt. D'amener? Aucun? Il y a eu des mandats d'amener ici. D'amener. Peut-être 2 ou 3. Expertise scientifique? On a travaillé avec le laboratoire de la police judiciaire, aussi bien de Liège que d'autres arrondissements. Expertise... non, c'est le laboratoire qui a dû... c'est le laboratoire. Je suis en train de passer en revue... non, c'est le laboratoire. Je n'ai pas fait appel à... De mémoire, je n'ai pas fait appel à des experts particuliers. Mais j'ai fait de nombreuses réquisitions. Par exemple, je prends l'exemple, il y a eu une perquisition qui a été effectuée dans la maison de la dame H, puisqu'à ce moment-là, on soupçonnait son beau-fils, parce que, en fait, les parents de Mélissa trouvaient son comportement étrange. Je veux bien développer la raison pour laquelle ils trouvaient son comportement étrange. Eh bien, à ce moment-là, il y avait une citerne. On a fait une réquisition au niveau des pompiers pour obtenir une pompe de manière à vider la citerne. Donc voilà le genre de techniciens qui ont pu intervenir dans le dossier médecin légiste, opérateur du laboratoire. Le nom du trou, vous avez expliqué à quel moment vous l'avez appris approximativement, parce que là il y a pas mal, enfin il y a des divergences de date exacte. Le nom Nioul. Jamais entendu. Jamais entendu. Attends, vous l'avez appris, mais il n'y a jamais eu une piste Jamais. de Nioul. Le nom Mike Brantwain, fondateur de la société M&S International. Ça vous dit quelque chose? Mike? Brantwain. Brantwain. Non, C'est le fondateur d'une société M&S International. Ça vous dit quelque chose? non. Mike? Mike Brantwain. Mike Rothschild Brantwain. Et la société, c'est M&S? M&S International. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le dossier. Ça, c'est... Moi, je vous demande uniquement si ça vous dit quelque Ah, chose. Et ça me dit quelque vous chose faites parce que... quel rapprochement? Mais je crois que c'est une personne qui a été soupçonnée d'appartenir à la mafia russe, si je ne m'abuse, non? Et qui... Est-ce que vous savez que M. Lesage et M. Martin avaient travaillé dans un dossier de mafia russe? Ils l'ont confié ou quoi?
Vous Écoutez, l'avez appris par un si intermédiaire. c'est le dossier des 2 jeunes filles ukrainiennes, c'est à ce dossier-là que vous faites allusion? Un dossier mafia russe. Écoutez, le dossier pratiquement mafia ça. russe, ça ne me dit rien. Le dossier dans lequel il y avait deux jeunes ukrainiennes qui étaient sur le territoire belge et pour sur lesquels on s'intéressait, ça je le connais puisque c'est un dossier que j'ai instruit. Je reviens au fait qu'à un certain moment, on donne des numéros de téléphone. Il y a le numéro de téléphone de l'ASBL marqué Corinne. Et il y a également le numéro de la gendarmerie de Graz-Ologne qui se trouve sur les affiches avec les 2 fillettes. On ne retrouve pas le numéro du téléphone de la police judiciaire ni du juge d'instruction. Est-ce que ça vous paraît normal ou quelle est la raison pour laquelle on avait choisi ces 2 numéros de téléphone et pas les numéros de téléphone de ceux qui menaient l'instruction? Juge d'instruction en première instance, chef d'enquête, M. Lamoc en deuxième. Écoutez, il est clair qu'on ne met jamais le numéro du juge d'instruction sur ce type d'affiche, parce que tout d'abord, le juge d'instruction n'est pas présent 24 heures sur 24 dans son cabinet, et donc il ne serait pas possible de répondre aux appels à longueur de journée et de nuit. Et ça ne me paraît pas concevable, parce que de nouveau, lorsque l'on fait appel à la population de manière aussi vaste, aussi large, on recueille un maximum d'informations qui doivent faire l'objet d'un tri, et d'un tri policier. Ce n'est pas au juge d'instruction à faire ce tri. Sans quoi le juge d'instruction ne ferait plus qu'une chose, c'est répondre au téléphone, et ferait en fait office d'enquêteur. Donc, en ce qui concerne le juge d'instruction, voilà ma réponse. En ce qui concerne la police judiciaire, concernant les premières affiches, ce n'est pas moi qui ai décidé lorsque ces affiches sont parues, puisqu'elles ont été publiées très très rapidement alors que l'affaire était toujours à l'information. Ce n'est pas moi qui ai eu l'opportunité de dire quel numéro devait apparaître sur ces affiches. Apparaissait effectivement... Qui a pris l'initiative pour la publication, alors? Bien écoutez, je crois que c'est la gendarmerie de Graz-Ologne qui, dans la première nuit, a pris contact avec l'ASBL marqué Corinne, a demandé si elle pouvait, la gendarmerie a demandé à l'ASBL si elle pouvait les appuyer et a proposé des photos. Et par après, on vous a mis au courant Bien à ce entendu. moment. Et moi, j'ai reçu d'ailleurs M. Malmandier pour le remercier pour cet affichage et pour lui demander de nous donner le plus rapidement possible toute information qui arrivait à leur centrale, pour ne pas perdre du temps. Alors, par la suite, je tiens quand même à signaler, lorsqu'il y a eu diffusion de portraits robots ou bien de signalements ou autre chose à la télévision, il y avait apparition du numéro tant de la police judiciaire que la gendarmerie de Graz-Ologne. Et lorsque notamment il y a eu l'émission de télévision sur TF1, ces 2 numéros ont également, je crois, sont également apparus. Où je me demande même si ce n'était pas à ce moment-là seulement celui de la police judiciaire, je ne saurais plus dire. La Commission constate à la lecture du dossier répressif et surtout le dossier que nous avons vu qui était dressé à Charleroi. Là, on a travaillé avec des informateurs. Mais dans votre dossier, il n'y a aucune trace d'informateurs. Est-ce qu'on n'a pas travaillé à la police judiciaire de Liège avec des indicateurs dans votre dossier? Ah, écoutez, ça... serait plus adéquat de poser la question aux enquêteurs. Moi, je n'ai pas effectivement eu connaissance... Je peux quand même imaginer que si un enquêteur avait eu va auprès d'un indicateur, c'est quand même une information qu'on doit dire obligatoirement à son Non, donc là, je n'ai pas eu de retour de mes enquêteurs comme de quoi il y avait des informateurs. On avait un maximum d'informations. Alors, est-ce qu'il y avait certaines informations qui provenaient d'informateurs? C'est possible, mais je n'ai pas été avisée du fait que c'était des informateurs qui étaient à la base de ces informations. Et nous sommes dans une période où également d'autres enfants ont disparu. Est-ce que vous avez pris une initiative envers votre collègue juge d'instruction comme Elio qui traitait la disparition d'Elisabeth Brichet,